En France, 2,7 millions de personnes possèdent une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pourtant, seuls 37% de cette population est intégrée professionnellement. Face aux défis et aux obstacles qui continuent de subsister, il y a aussi des succès et des réussites. Découvrez Témoignages et belles histoires, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants de personnes en situation de handicap. Chaque épisode, une voix, un récit, une histoire unique et un parcours professionnel à la fois. Dans cet épisode, je rencontre Maryse. Maryse est malvoyante. Pourtant, lorsque je lui ouvre la porte pour venir à ma rencontre, j'observe avec quelle facilité elle se déplace, la douceur et la précision de ses mouvements. Elle est atteinte d'une cataracte héréditaire congénitale, une maladie qui rend le cristallin opaque, touchant 3 nouveau-nés sur 10 000. Aujourd'hui, je l'interroge sur son parcours de déficiente visuelle, de l'entrée à l'école jusqu'au dernier emploi occupé. À savoir qu'un enfant qui a une très grande basse vision, c'est pas que y voir mal. C'est aussi des phobies de déplacement, la phobie de courir, de sauter. On a peur de jouer avec les autres, qui courent beaucoup et qui se reconnaissent entre eux déjà au plus jeune âge. Soit on se replie et on cherche des petits copains un peu en difficulté comme nous, soit on est plus un caractère à se battre. Moi, j'ai fait l'école en braille. Je pense que jusqu'au dans les années 90 par là, ça a été donc mon cas. On était dans des écoles, juxtaposées au lycée et au primaire et au collège. On était, séparés. On suivait le cursus scolaire, mais dans des écoles tout à fait adaptées à nous, à notre rythme, classe de 10. Sur le projet, ça peut être très intéressant, mais au final, cette grande facilité, c'est très irréel au final comme situation. Toute la limite des établissements adaptés et séparés, c'est qu'ils proposent un nombre de filières très restreint, dans lesquelles je ne me retrouvais pas. L'établissement, en tout cas dans lequel j'étais, ne proposait pas d'intégration, formation ordinaire, donc je suis sortie en échec scolaire total en première. Ça a été un très grand déchirement. Ma mère, elle m'a dit: «Tu peux sortir de l'école, mais essaye vraiment de trouver quelque chose». Elle m'a soutenue dans mes recherches. L'époque, l'UNADEF qui s'appelait l'UASO, s'était déjà un peu installé à Toulouse, donc il y avait un référent social qui venait 1 fois par semaine. J'ai pu le croiser et à cette époque-là, j'étais en lien avec la mission locale. Je faisais ce qu'on appelait les emplois jeunes en cuisine et au final à la plonge, vu qu'il voyait mal. Il m'a dit: «Je peux essayer de faire quelque chose pour toi. L'idée, ça serait d'aller sur Bordeaux». Maryse a donc 20 ans. Elle décide, sur les recommandations de cet éducateur social, de quitter Toulouse et de s'installer en région bordelaise. Là, elle intègre une formation de secrétariat médico-social dispensée par la Croix-Rouge Aquitaine. Cet éducateur social, il avait déjà négocié une entrée pour une malvoyante, qui était devenue malvoyante par méningite. Donc on est rentrés à 2 malvoyantes dans cette école, Croix-Rouge, la Croix-Rouge Aquitaine. Ils avaient jamais eu de malvoyants, mais après les choses avaient été bien, négociées, préparées. Ils étaient très, très accueillants. Il y avait des stages à faire, 3 proposés par l'école, 1 à chercher soi-même, impossible à trouver. Le travailleur social qui revient de l'UNADEV, il a démarché un secrétariat, tout simplement, et le rendez-vous a duré longtemps.
Ça avait l'air plus difficile de négocier une entreprise quand même qu'une école. Et qu'est-ce que ça a donné Ils ont accepté à partir du moment où il y avait pas trop besoin d'adaptation. Bon, bah, je l'ai fait, sans adaptation, donc en lisant de très près. Finalement, sur les 4 stages, c'est celui qui me convenait le mieux Mais comment ça? parce que c'était un travail par téléphone et j'avais remarqué qu'en travail en bureau, j'étais court-circuitée par les réflexions des gens, des clients ou des usagers. Il y a tout, il y a la curiosité, les moi, si ça leur rappelle quelqu'un et donc ça m'empêchait de travailler. Donc un travail par téléphone, ça me rendait au même pied d'égalité que les autres salariés par rapport aux usagers. On fournit le même travail, on n'est pas tout le temps, en train de lever le pied pour parler aux usagers. Son diplôme en poche, et malgré le manque de compensation du handicap sur son poste, Maryse rêve d'une embauche dans le cabinet où elle effectue ce dernier stage. Malheureusement, et contrairement à ce qui avait pu lui être dit, la structure ne souhaite pas poursuivre avec elle. Maryse est alors prise en charge par le Cap Emploi Gironde, qui démarre un accompagnement pour l'aider dans ses recherches d'emploi. Plusieurs employeurs sont contactés, mais elle s'aperçoit rapidement que ceux-ci sont frileux à l'idée d'embaucher quelqu'un disposant de la RQTH. Au bout de 6 mois d'intenses recherches, elle a la surprise d'être recontactée par le cabinet où elle a effectué son dernier stage de fin de formation. Ils ont un besoin sur un poste où la personne est en arrêt longue maladie. Elle effectue à nouveau la période d'essai et signe pour un CDD. Mais là encore, aucune disposition n'est prise et son poste n'est pas aménagé. Ses conditions de travail sont désastreuses et rapidement, elle contacte à nouveau le Cap Emploi Gironde, leur demandant d'intervenir et de se rapprocher de l'employeur. Le Cap Emploi entame alors une sensibilisation sur l'importance de l'aménagement de poste qui doit être réalisé pour Maryse, en mentionnant notamment l'aide financière pouvant être apportée par la GFIP. L'employeur la convoque alors en entretien. Tout ça, je l'ai su parce que j'ai eu un rendez-vous que moi je considère comme un rendez-vous, de menace, dans le sens où, j'ai été convoquée en disant, «Un organisme extérieur nous a appelés, on sait ce qu'on doit faire pour nos employés, on vous donnera ce qu'on juge nécessaire». Ça a été terrible avec le directeur qui se déplaçait physiquement dans le bureau. Je trouve ça pas normal d'avoir été convoquée seule. Pour moi, ça a été assez terrible et c'est là que je me disais: «Mais, le milieu de l'entreprise, c'est, froid, méchant, ça peut décourager à un point». Mais, Vous aviez quel âge à ce moment-là? 21-22, L'employeur décide malgré tout de mettre enfin les aménagements de poste en place pour Maryse. Comment était le climat social après cet entretien? après finalement, ça se passait très bien. Voilà, je pense qu'ils ont eu besoin de m'exprimer que, c'était pas agréable pour eux de se faire remonter les bretelles par un extérieur. Vous avez eu quoi comme aménagement de poste? Bah, c'est le fameux zoom text, pour agrandir les lettres, sur l'écran. Bon, bah, pour le téléphone, c'était des téléphones à cristaux liquides à l'époque, donc pas en écran rétroéclairé. Maryse restera finalement présente dans cette centrale téléphonique. Après avoir fait le tour de son poste, elle aspire à d'autres choses, d'autres horizons. Elle hésite à faire une reconversion, mais appréhende de sortir du confort qu'elle a su se construire. Elle contacte à nouveau le Cap Emploi, qui la met alors en relation avec le GIAA, maintenant HappyDV. En fait, je pense qu'à l'époque, j'étais pas vraiment prête à envisager autre chose. Donc, pour moi, ça a surtout servi de soutien un peu psychologique, dans le sens où j'étais sortie d'un environnement connu. Parce que finalement, quand on sort d'un endroit où on a été longtemps, on réfléchit plus trop à Oui, en fait, il fallait faire un bilan de vos compétences,
peut-être les consolider, les développer, faire le bilan, tout simplement reprendre confiance en vous aussi. Et en fait, je leur faisais lire mes lettres de motivation et puis on travaillait les entretiens, oraux. Maryse décide de patienter encore un peu avant d'entamer une reconversion. Forte de son accompagnement avec Cap Emploi et Happy DV, elle démarche une autre centrale d'appel de la région et obtient un entretien. Dans cette structure, elle s'aperçoit que des salariés de la centrale précédente sont présents. En fait, j'ai de par mon CV, la patronne a compris que j'étais une ancienne salariée de l'autre boîte et elle a convoqué quelques salariés pour avoir un peu une idée sur la question et puis Oui, en fait, elle a voulu mener l'enquête pour savoir un petit peu à quoi s'attendre. ouais, ouais, ils ont eu des bons retours. Là, au bout de 13 ans, on se rend compte que les choses ont beaucoup changé parce que l'adaptation, en 2 mois, c'était réglé. Les choses ont évolué quand même. Là, j'y suis restée 2 ans et demi. Si l'intégration des personnes en situation de handicap a drastiquement évolué, Maryse constate aussi que les aides évoluent. Les entreprises sont davantage sollicitées pour engager des frais dans les aménagements, ce qu'elle considère comme être un nouveau frein à l'inclusion professionnelle. Elle restera 2 ans et demi dans cette structure, son naturel d'aventurière revient au galop et elle décide de partir à nouveau vers de nouveaux horizons. Forcée de partir avec une démission, elle traverse une période creuse, mais reste motivée à rapidement trouver un nouvel emploi. Maryse n'est pas du genre à avoir les 2 pieds dans le même sabot. Elle décide d'utiliser le solde disponible sur son CPF, le compte personnel de formation. Elle contacte un centre de formation qui propose un démarrage dans 3 mois d'une formation pour devenir aide à domicile. Pour Maryse, 3 mois, c'est trop long. Elle tombe alors sur une formation dispensée par la Croix-Rouge, qu'elle connaît déjà. Il s'agit d'une formation d'auxiliaire de vie, d'accompagnement en gérontologie, plus précisément, uniquement destinée à un exercice en EHPAD. La réunion d'information a lieu en janvier. Maryse fonce. Donc là, je reviens sur l'idée que, encore une fois, les organismes de formation, bon, d'autant plus que c'était la Croix-Rouge, ils m'avaient déjà eu 20 ans avant, Et oui, très disposés à accueillir des personnes en difficulté, encore une fois. Et là, donc, c'est de l'aide à la personne, mais uniquement en EHPAD. Ça sera dans le même endroit, dans un établissement, avec une grande ergonomie pour les personnes âgées. Fait la formation, c'est en 3 mois de l'accès aux soins. On s'y retrouve énormément juste en tant que malvoyant avec cette formation de 3 mois. Les personnes très âgées, c'est un public qui est très demandeur de contact, et en tant qu'aveugle et malvoyant, je pense on est très, ouvert au contact, à la communication non verbale, au toucher, ça, ils le ressentent. Certains, ils m'ont dit que j'ai des gestes plus doux que d'autres parce qu'en tant que malvoyant et aveugle et malvoyant, on sécurise beaucoup nos propres gestes. Donc je trouve que finalement cette, nouvelle formation d'aide-soignant faisant fonction, donc on appelle ça accompagnement géronto, c'est beaucoup plus intéressant pour des malvoyants. On n'a pas, très grande responsabilité. Normalement, on travaille toujours avec un aide-soignant diplômé. Et alors, comment ça se passe du coup, cette formation ? Alors, on recommence sur les stages. Des stages fournis par, l'appel médical, la mission intérim. Donc, vous finalisez cette formation avec brio, puisqu'un des EHPAD dans lesquels vous avez effectué un stage vous propose à l'issue un contrat de travail.
Donc suite à des remplacements, proposer un CDI. D'accord. C'est confortable pour vous ce poste? Donc là, en tant que malvoyant, besoin, d'aménagement de poste puisque c'est de l'aide à la toilette et à la prise de repas. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes employé sur cet établissement? Là, ça fait 1 an et demi maintenant. D'accord. Vous m'aviez confié vouloir éventuellement réaliser une formation du statut d'aide-soignant, le vrai statut d'aide-soignant. Petit à petit, de se renseigner. Effectivement, je pense que je vais me diriger, vers, ce diplôme. Et pour valider ce diplôme, vous n'auriez pas besoin de faire un stage en milieu hospitalier? Mais a priori, oui, je serai pas obligée d'aller en stage à l'hôpital. Donc effectivement, je pense que je vais me diriger, vers, ce diplôme. Maryse, merci pour ce récit de votre parcours professionnel très inspirant. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment si vous regardez en arrière, par exemple? Mon regret, oui, c'est d'avoir toujours dû, faire un choix entre l'entre-soi et l'extérieur. Et ça, je pense que c'est plus vraiment une question actuelle. Puisque maintenant, tout est assez intégré. Mon regret, oui, ça aurait été de vivre dans cette dilemme-là tout le temps. J'aurais bien aimé découvrir, cette époque actuelle, ouais. Eh oui. Est-ce qu'il y a une réussite personnelle que vous souhaiteriez me partager? C'est de sentir qu'on est, performant. Quand je sens qu'on compte sur moi, c'est une réussite. Qu'on m'appelle, pour des heures sup, qu'on compte sur moi plus que d'autres. Est-ce que vous êtes épanouie aujourd'hui? Oui, 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 oui. Je sais qu'on me reconnaît pour mon travail, donc ça, c'est agréable. C'est intéressant de trouver un endroit où on est à l'aise avec le handicap, pas en se cachant derrière un téléphone. Bonjour Anna, Bonjour. je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes directrice de l'association Happy DV Nouvelle-Aquitaine, association qui a notamment aidé Maryse dans son parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez me présenter l'association plus en détail, s'il vous plaît? Oui, alors l'association Happy DV signifie accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels. C'est une association de loi 1901, reconnue d'utilité publique. Et nous avons 3 grands axes. C'est l'accès à la culture, aux études et à l'emploi pour les déficients visuels. Donc pour ça, on a 4 services. Un pôle transcription de documents, où on adapte les documents en format accessible, braille, audio, numérique. Un pôle formation avec des cours d'informatique adaptés et des cours de braille. Une bibliothèque sonore avec des livres audio qu'on enregistre. Et un club emploi qui s'appelle Active DV. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce club emploi? Ça s'appelle Active DV. Et là, notre spécificité, c'est qu'on met à disposition un binôme à la personne avec un voyant et un déficient visuel. Donc à 3, le but c'est de travailler le projet professionnel de la personne. Est-ce que c'est trouver un premier emploi, une formation, une reconversion professionnelle ou travailler son maintien dans l'emploi? Donc tout ça, ça se fait à 3 et on utilise aussi des simulations d'entretien, des rédactions de CV, de lettres de motivation, on aide à la recherche d'emploi. Ça va jusqu'à la sensibilisation, par exemple des équipes, quand la personne entre en emploi. On peut aussi aider à l'intégration dans l'entreprise. Aujourd'hui, les déficients visuels,
c'est encore un handicap peu connu ou en tout cas on a des préjugés là-dessus. Nous, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser les employeurs, les partenaires, de faire en sorte que les déficients visuels soient bien armés au niveau outillage, mais aussi au niveau du discours, et montrer que c'est possible et qu'eux puissent apporter aussi les solutions à l'employeur et que tout ça fonctionne bien et arrive à travailler en bonne intelligence. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent ? Peut-être des auditeurs en situation de handicap et notamment avec un handicap visuel. Le premier message, ce serait d'éviter de se mettre des limites. Parce qu'en réalité, on en a déjà des limites avec la déficience visuelle, mais il faut éviter de s'en rajouter. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer. C'est-à-dire que si on a envie de faire tel ou tel métier, on peut essayer, voir si c'est possible, de tenter en fait les choses. Et en tout cas, aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir essayer, donc autant essayer. C'était Témoignages et belles histoires, un podcast proposé par le Centre de ressources et d'innovation handicap et emploi du Cap Emploi Gironde. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. À bientôt!